Bien, bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux, aussi matinaux pour cette première rencontre de la journée. Merci de prendre place assez rapidement. Donc une première journée qui, comme je le disais hier en préambule, va être placée sous la thématique des pensées décoloniales. On va déployer ça toute la journée. Comme je vous l'ai dit hier, en fait, un festival, un événement comme le nôtre est en constante évolution. C'est ce qui fait un peu la force et le sel d'un événement comme celui-là, c'est-à-dire de découvrir des pensées nouvelles, des nouveaux objets de recherche, des formes artistiques et poétiques différentes, comme vous pourrez le voir cet après-midi avec Mamouchi. Mais aussi de questionner cette production et de nous interroger sur nos propres impensés. Et donc, comme je le disais hier, parmi ces impensés, il y en a un qui nous semble de plus en plus important et nécessaire d'explorer, de donner du temps, de l'espace. Donc c'est celui des pensées décoloniales ou postcoloniales. Et nous sommes ravis d'ouvrir cette journée sur ces thématiques avec Jean-Christophe Godard. Je vais essayer de pas écorcher ton prénom parce que, bien entendu, Jean-Christophe, Jean-Luc, tu vois, je pense que voilà. Donc, on se connaît depuis très longtemps, c'est pour ça que je me permets de le tutoyer, on va pas faire semblant. Donc, tu es philosophe, tu es professeur à l'université de Toulouse, initialement spécialiste de la pensée du philosophe allemand du 19e siècle, Johann Gottlieb Fichte, et de la philosophie française du XXe siècle. Donc déjà, ça fait un peu peur quand même. Et tu te consacres depuis, on va dire, une dizaine d'années à la critique historique de la philosophie moderne européenne. Donc à la fois, et tu vas nous en parler, des travaux sur la philosophie africaine contemporaine, sur la contre-anthropologie amazonienne critique, qui sont donc rassemblés pour certains dans cet ouvrage. Ce sont d'autres gens, sous-titré Contre-anthropologie décoloniale du monde blanc. Alors vous avez une chance incroyable, c'est que ce livre va sortir en octobre, mais vous l'avez à l'espace librairie. Voilà, vous êtes très privilégié. Et donc cet ouvrage, qui est donc à paraître aux éditions Wall Project, nous conduit de l'Amazonie à l'Afrique centrale, de la pensée du chaman Yanomami, on va reparler, David Kopenawa qu'on a vu hier dans La Chute du ciel, aux métaphysiques cannibales d'Eduardo Verros de Castro, du théâtre Rocado Zulu à la philosophie Muntu. Et tu nous invites à un renversement, à considérer le point de vue des sociétés colonisées sur ces autres gens et la puissance radicale de ces anthropologies inversées pour penser la possibilité d'un autre monde que celui, on en a beaucoup parlé hier avec Véronica Gago et Emilia H., un autre monde que celui dont le capitalisme colonial occidental nous impose l'héritage. Voilà, c'est de ça qu'on va parler, mais en préambule, j'aimerais qu'on fasse un retour assez bref sur le film d'hier, puisque c'est un passage avec tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui, que tu nous dises quelques mots sur La Chute du ciel. Je sais que c'est en plus quelque chose d'important pour toi. Et peut-être la personne qui a posé la question est juste devant moi. Il y a dans le film la question de la mort, bien entendu, la question des rituels, et quelque chose qui me semble important, c'est l'effacement, ce qu'on voit au début du film, l'effacement des traces du passage sur Terre avec les bananiers brûlés. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire, ton ressenti et ta proximité aussi par rapport à Gabriela Carneiro d'Acunha? Merci. Donc, tu as insisté sur le fait que ça soit bref, etc. Donc, je vais être bref, mais je pourrais en parler des heures et de manière
beaucoup plus intéressé presque que de mon livre. Mais bon, parce que c'est un film tout à fait exceptionnel, très très fort. Je recommande la lecture de La Chute du ciel, c'est-à-dire du livre. Il est important de lire le livre. Alors, juste 2-3 petites remarques comme ça. Le livre, c'est un gros pavé. Je ne sais pas combien il fait, 600 pages ou un truc. Et je me demandais comment ils allaient, puisque l'idée c'est de faire un film qui porte le même titre que le livre, et donc pas à partir du livre ou une mise en scène du livre, mais donc ce qu'ils allaient retenir quand même, enfin je veux dire, de la parole de Kopenawa. Gabriela D'Acunha, que je connais par ailleurs, m'avait dit qu'ils ont filmé 180 heures, d'où ils ont extrait 1h42, 43. Donc c'est un travail de montage, enfin je veux dire de sélection, il y avait de quoi faire une dizaine de films ou une quinzaine de films. Enfin, bon. Donc le choix, il est très très net, et moi c'est ce qui m'a frappé, et on va y venir. Ils ont choisi, en fait, la manière dont Kopenawa apparaît sur la couverture même du livre, c'est-à-dire les peintures noires, et vous avez vu plusieurs fois que, comment dire, il est lui-même ou les chamans et les chamans guerriers, puisque c'est au fond la même continuité de pratique, recouverts de peintures noires qui sont les peintures de guerre. Donc c'est cette dimension qu'ils ont avec Éric Rochat qu'ils ont retenue. On pourrait dire ce que Christophe Ruhl appelle la guerre des natures, ce que Viveros de Castro appelle la guerre des mondes, et qui est une guerre qui est tournée très précisément, je dirais, contre la caméra et contre nous. Je ne sais pas si vous avez vu ce moment où il y a, comment dire, le doigt pointé comme ça vers la caméra. Dans cette danse qui est une danse, effectivement, comment dire, de guerre, c'est-à-dire qui est un acte de guerre chamanique. Bon. Donc il y a cette réflexivité aussi dans le film. Contre les nappés, contre les blancs, avec cette phrase qui est absolument terrible, c'est-à-dire partout où vous existez, partout où vous vivez, vous portez la marque de l'assassin. Je pense que c'est la formule, la phrase la plus, comment dire, la plus saillante en fait du film. Bon. Donc, ils ont retenu la colère. Il y a un autre film sur Kopenawa qui a été réalisé par Mariana Lacerda qui s'appelle Gyuri, un très très beau film, où là, Kopenawa accueille sa vieille amie Claudia Andújar qui l'a aidé à travers son travail photographique à faire connaître la cause Yanomami et à contribuer à la démarcation des terres, ce qui est tout à fait important. Et là, on voit un Kopenawa détendu, comment dire, avec comment dire, une Claudia Andújar qui est parentalisée. Elle arrive et on l'appelle Maman nous. Voilà. Et là, il faut mettre les deux films en regard parce que c'est les deux meilleurs films en fait sur Kopenawa, où là on a la colère. Kopenawa, alors que je ne dise pas de bêtises, c'est Kopena, je crois. Les guêpes, ce sont les guêpes qui se sont nourries dans le sang d'un guerrier. Et ce nom-là, il l'a pris, et j'en viens à la question du deuil, il l'a pris ou lui a été donné, dit-il, par ses chapiris. Ça veut dire sa mission de leader politique, sa mission de guerrier, de défenseur du peuple Yanomami. Et cette dimension d'agressivité, je ne sais pas si vous avez entendu ça, parce que Gabriela m'a dit « Ah, il y a des petits secrets dans le film, on a mis des petites choses, etc. » Donc, bon, je me suis dit « Ah, il y a des petites choses cachées, ça peut être dans la bande-son. » À un moment donné, dans une de ces danses de guerre, on entend en fond à peine
un bruit de dessin de guêpe. Comme ça. Voilà. Donc, et puis, cette adresse, comment dire, qui est faite au blanc, c'est-à-dire les essaims sont en train de se former et les guêpes vont déferler sur vous, etc. Bon. Sauterelle, parce qu'il parle de sauterelle. Il faut que je regarde, parce que sinon je vais parler très longtemps. Sauterelle, c'est ce que Viveros de Castro appelle une traduction équivoque, c'est-à-dire c'est pour que nous on comprenne. Parce que c'est notre langage, effectivement, biblique, religieux, théologique, etc. Bon. Mais c'est pas ça. C'est bien plus que des sauterelles. Voilà. Donc, et là, je me suis perdu. Alors, oui, le film, c'est ça. C'est-à-dire, il commence par cette fête qui est une fête de deuil, un an après, du beau-père. Le beau-père qui a initié Kopenawa au chamanisme. Alors, sur un mode... comment dire, particulier, c'est-à-dire que Kopenawa, c'est déjà quelqu'un qui a été visité par les esprits, par les chapiris quand il était enfant. C'est ce qu'on appelle un enfant agité, qui, comment dire, la nuit est poursuivi par des esprits, etc. Donc c'est sur cette base-là et sur ce fond-là, effectivement, qu'il est initié. Donc la mort du beau-père, un an après, et c'est la colère, d'abord, et ensuite, l'inquiétude. L'inquiétude qui pèse sur tout le film, c'est celle de sa succession. Il est, lui, le successeur du beau-père, qui était un grand chaman, Yanomami, et qui a aussi une dimension, comment dire, politique très, très forte. Je vais y revenir. Kopenawa est vieillissant, et la question, c'est qui va me remplacer? Alors, ce remplacement, ce n'est pas le remplacement politique, enfin, je veux dire, tel qu'on le connaît, nous, c'est-à-dire dans notre constitution dynastique, qui va être le roi après le roi, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Et c'est pourquoi comment dire, le deuil ici prend un sens comment dire, très, très fort. Parce que la mort d'un chaman, c'est un événement cosmologique. Ce n'est pas un événement strictement intra-humain. La mort d'un chaman, ça implique quelque chose comme une perturbation, un déséquilibre, une fragilisation de l'ordre cosmologique. Pourquoi? Parce que le chaman fait, comment dire, est lui-même la maison des esprits, c'est-à-dire que c'est lui qui accueille et qui nourrit les esprits auxiliaires, j'utilise des termes, qui œuvrent, qui travaillent très très concrètement à la fertilisation des terres, comment dire, à l'éclosion des fleurs, c'est-à-dire qui luttent contre les forces du chaos, les forces maléfiques du chaos, en rétablissant constamment l'équilibre du monde. Bon. Et donc, lorsqu'un chaman meurt, eh bien, les chapiris n'ont plus de maison. Et s'opère une espèce de dispersion. Et une dispersion où les chapiris, en fait, qui sont des esprits auxiliaires, peuvent devenir des esprits maléfiques, c'est-à-dire ils peuvent entrer précisément en colère, en désordre, etc., et être même des facteurs de chaos. Donc le moment est un moment, comment dire, très, très, très fort, essentiel. On fait le deuil d'un chaman, donc c'est une opération cosmologique. Un autre chaman, effectivement, un grand chaman, David Kopenawa, est garant de cette lutte contre les forces du chaos, etc. Mais si lui meurt, que va-t-il se passer? Et on voit sur le visage de Kopenawa, moi ça m'a marqué, on voit sur son visage vraiment son inquiétude. Et parfois presque dans une espèce de torsion du visage. Enfin, je veux dire, par rapport au film où il accueille Andujar, c'est absolument, absolument saisissant. Enfin, donc voilà, ce deuil-là, ce moment est
très important. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, juste une toute petite chose, parce que hier soir, pendant le film, je me suis permis d'envoyer un message à Gabriella pour lui demander une explication. Au milieu du film, il y a ce vieil homme qui parle. Et j'ai dit, mais est-ce que vous avez filmé le beau-père avant qu'il meure, etc. Parce que le tournage a duré 7 ans. Donc c'est un travail de 7 ans qui aboutit ici, et donc qui a beaucoup de qualité, forcément, quand on travaille aussi longtemps. Et elle m'a répondu, non, c'est pas le beau-père, mais c'est quelqu'un qui tient les paroles du beau-père et qui, dans le film, et ça c'était intéressant parce que joue le beau-père. Ce qui bouge un peu, comment dire, la nature du film, c'est-à-dire qu'on le voit comme un documentaire. Et la dimension documentaire, là, elle est très très importante, c'est-à-dire sur le caractère presque, comment dire, oui, sur le quotidien et l'ordinaire du quotidien, et la manière d'ailleurs dont cet ordinaire est imprégné en permanence de, comment dire, de métaphysique, ou de métaphysicalité, je ne sais pas comment dire, avec des plans très rapprochés, avec comment dire, les visages, la peau, le grain presque de la peau, etc. Enfin, bon, tout ça est très, très, très marquant. Mais il y a une fiction. Voilà. Il y a aussi une fiction. Il y a un personnage qui joue le beau-père. Bien, merci. Merci à toi pour cet exercice. Et en fait, ça nous fait rentrer dans le livre, parce que ton livre, c'est un livre de... Enfin, moi, que je qualifie, c'est un livre de passeur, justement, d'autres pensées, d'autres formes de pensée. Je trouve qu'il y a vraiment une justesse, justement, comme un passeur, en fait, par rapport à la place que tu occupes dans ce livre. Et avant de rentrer justement dans le détail, de faire un panorama de ce que tu déploies, j'aimerais te demander comment, au-delà de ton travail intellectuel, philosophique, qu'est-ce qui t'a amené à prendre conscience et à remettre en cause aussi radicalement ta blanchité, en fait. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce que c'est lié à une rencontre? Enfin, tu as évoqué déjà quelques noms. Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond, de plus lointain, un long processus? Comment tu en es arrivé à... je vais le résumer en une phrase, de passer de Fichte à Kopenawa, en fait. Ouais. Bon, alors, je ne sais pas si vous êtes là jusqu'à 22h, parce que il y a 1000 choses, évidemment, et c'est toujours la question qu'on me pose. Alors, c'est très bien, parce que là, tu me donnes une réponse. Qu'est-ce qui, t'a fait remettre en cause ta blanchité? Ben, ma blanchité. Ça, c'est la première réponse. C'est-à-dire cette espèce d'expérience permanente que, je veux faire une carrière universitaire. Ok, ça va. Je veux publier des livres. Ok, ça va, etc. Et le fait que, je dirais, en permanence, j'ai conscience qu'on me fait signer un contrat épistémique, je dirais depuis l'école, et là je pourrais parler de ma scolarité, très 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 chahutée et très très douloureuse. Mais bon, voilà, on me dit depuis l'enfance, ah, tu sais pas la chance que tu as d'être français, c'est-à-dire d'être blanc, en réalité. Bon. Et d'une certaine manière, j'ai dit, ah bon, c'est un truc bizarre, enfin, je veux dire. Et j'en fais l'expérience continuellement, etc. Et j'ai conscience qu'en signant ce contrat épistémique, je signe un contrat racial.
Et ça, c'est absolument fondamental, c'est-à-dire de ne pas dissocier le contrat épistémique et le contrat racial. Bon, ça c'est une première réponse, c'est-à-dire ça vient d'assez loin, et on va le résumer comme ça, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne m'est pas familier, enfin, dans cette histoire, où il manque encore quelque chose. Il y a quelque chose qui ne colle pas et qui se traduit effectivement sous la forme, c'est ce que je disais tout à l'heure, on me posait la question, sous la forme d'une espèce de souffrance constante, en fait. Et donc Fichte, c'est déjà une marginalité. Je ne vais pas parler de Fichte très très longtemps, mais juste sur un point. Comment dire, Fichte, c'est un enfant d'un milieu rural qui présente cette caractéristique, c'est qu'il a une mémoire, on va dire, musicale des sermons qui sont prononcés là où il habite, à Ramnau. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Mais si on demande au gamin de refaire le sermon, il le refait intégralement à partir d'une mémoire purement musicale. Et évidemment, un jour, il y a quelqu'un qui dit « Ah ben, ce gamin, il faut l'envoyer à l'école. » Et donc, il va apprendre à lire et à écrire, il va aller à l'école, etc. Ça va très mal se passer, d'ailleurs. Il va fuguer, enfin, je veux dire, c'est une dimension constitutive de la pensée de Fichte. À tel point que Fichte, en fait, n'écrit pas. Il n'écrit pas de livres. Il y a, comment dire, les œuvres complètes de Fichte, ça occuperait toute la table. Enfin, je veux dire, c'est absolument terrible. En réalité, il n'a jamais écrit, jamais fait de livre. Il le dit, sa philosophie ist kein Buch. Ça n'est pas un livre. Bon. C'est oral. Et il dit, de toute manière, l'intelligibilité de ma philosophie, la compréhension de ma philosophie, la possibilité, enfin, je veux dire, de la comprendre, elle tient à l'effet corporel, physique et affectif de ma parole dans le séminaire, au moment, dans l'actualité, comment dire, du séminaire. Ce qui est quelque chose de très très fort. Le meilleur commentateur de Fichte que je connaisse dit il faut simplement faire de nouveaux séminaires et ne pas commenter. Et il ajoute, si on écrit sur ma philosophie, si on lit ma philosophie, on ne peut pas la comprendre. Donc il y a un principe là de limitation épistémique, enfin, je veux dire très 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 fort. Alors évidemment, ça m'a mis en contradiction avec l'ensemble de l'institution épistémique, de la communauté épistémique universitaire, qui admet que je puisse écrire ça encore, voilà, mais comment dire, qui évidemment est prise de textualité et de commentaires textuels. Je n'ai pas répondu à ta question, j'ai répondu juste sur Fichte, et ensuite, évidemment, il y a des rencontres qui sont des rencontres très très fortes. Et dans le livre, au fond, il y en a... En réalité, il y en a 4 qui sont très très fortes. Il y a celle d'Eduardo Viveros de Castro, évidemment, de sa pensée et de l'homme, hein, Eduardo. Il y a celle de Sonny Laboutancy, que m'a fait lire Norman Ajari, que peut-être vous connaissez, qui était mon... Enfin, quand je dis qu'il était mon doctorant, on devrait presque retourner les choses. Enfin, je veux dire, c'est moi qui étais son doctorant. Et il y a celle des Boussiboulaga, qui est une grande rencontre, à la fois de la personne que j'ai vue très peu de temps, mais qui m'a vraiment impressionné, et de son œuvre, qui est une œuvre... C'est un philosophe camerounais contemporain, et son œuvre est une des plus grandes œuvres, comment dire, philosophiques contemporaines. Et puis il y a celle d'un autre ami, anthropologue,
congolais qui est Patrice Yengo, hein, qui fait un travail aussi. Je ne réponds pas, je veux dire, il y a tellement de choses. Tu vas avoir l'occasion d'en reparler. Juste pour dire que, voilà, c'est-à-dire le truc, tu étais fichéen et tu t'es débarrassé, oui, etc. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, j'étais fichéen, c'est-à-dire je m'étais installé dans une marginalité épistémique au sein de l'institution, où ça ne marchait pas tout à fait, ça ne fonctionnait pas bien, mon affaire, et j'ai rencontré ensuite des anthropologues, des écrivains qui, qui m'ont permis de rendre compte, de comprendre précisément cette dissociation, j'allais dire presque, cette dysphorie, enfin je ne sais pas. Mais on va avoir, je pense qu'on en reparlera. Parce que c'est important, c'est pour ça que j'aimerais qu'on rentre dans le livre, parce que dans le processus même, c'est important ce que tu viens d'évoquer, et je pense qu'on en reviendra à la conclusion, en fait, par rapport à tout ça. J'aimerais juste que tu nous expliques, en fait, ce que sont le terme même de contre-anthropologie, c'est-à-dire du fait de l'expansion politique et économique de la société européenne au XIXe siècle, les savoirs critiques des mondes blancs par les sociétés colonisées ont pris différentes formes. Et justement, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces dispositifs contre-anthropologiques qui visent à comprendre la nature, en fait, même du premier contact colonial, en fait? Alors, le terme de contre-anthropologie, c'est une traduction d'un terme de Roy Wagner, qui est reverse anthropology. Donc, anthropologie inversée, on pourrait dire. Viveros et Castro traduit par rétro-anthropologie, etc. Bon. Donc, on peut le comprendre de manière très très simple, c'est-à-dire, ce ne sont pas les Blancs qui font une anthropologie des non-Blancs, mais ce sont les non-blancs qui font une anthropologie des blancs. Donc c'est cette inversion. Voilà. Sauf que cette inversion, elle porte avec elle tout un ensemble de, d'asymétries en réalité, hein, et d'effets. Bon. On peut déjà dire une première chose, c'est-à-dire que l'anthropologie que les blancs font des non-blancs, c'est une anthropologie coloniale, quelle qu'elle soit en quelque sorte, dans la mesure précisément où elle résulte, où elle procède précisément de la colonisation, hein, et du contact précisément avec l'autre. Bon. Tandis que la contre-anthropologie, c'est une anthropologie du contact aussi, mais cette fois-ci à corps défendant. C'est-à-dire du contact contraint, du contact forcé, et donc c'est une contre-anthropologie de la violence précisément du contact. Ensuite, l'anthropologie occidentale du monde non occidental, c'est une anthropologie académique. Si je prends des raccourcis, je dirais c'est une anthropologie pour amphithéâtre, et c'est une anthropologie théorico-textuelle. Bon. La contre-anthropologie est surtout, qui est liée à une institution académique avec ses propres questions théoriques, ses propres intérêts, etc. La contre-anthropologie du monde blanc, c'est une contre-anthropologie ou une anthropologie corporelle, collective, performative, affective, théâtrale, qui consiste, et je vais y venir après, d'une certaine manière, à dramatiser le contact dans les catégories, ou on va dire plutôt dans les cosmologies précisément, des peuples contactés. Bon. Une autre dimension encore de cette asymétrie, c'est que l'anthropologie
européenne, occidentale, elle est sérieuse. Elle est animée par un esprit de sérieux. Alors que la contre-anthropologie, elle est comique, souvent. Et d'ailleurs, vous avez vu dans le film, moi, la manière dont il rit, souvent, quand ils préparent, là, qu'ils épluchent les bananes, etc. Mais même dans le premier plan, quand ils arrivent devant la caméra et qu'ils passent devant la caméra, comme si la caméra n'était pas là, mais en réalité, il y a un petit coup d'œil comme ça, et il y a un petit sourire. Il y a un petit sourire, pourquoi? C'est pas le nôtre, c'est pas « Ah, je suis en train d'être filmé, je souris, etc. » Le petit sourire, c'est « Ah, c'est les Blancs, ils sont marrants. Ils sont en train de filmer. » Et il faut retourner ça, c'est-à-dire le geste que, face à la caméra, le geste d'accusation comme ça et le geste guerrier, c'est le même geste en fait. C'est la même chose. C'est-à-dire l'intelligibilité chamanique, guerrière, précisément du contact avec le blanc, c'est aussi le contact avec une puissance ou une surpuissance ridicule. Dans un des théâtres contre-anthropologiques dont je parle, on met en scène la puissance des premiers Espagnols à travers une danse qu'on appelle la danse du fouet, c'est une danse wayana, et on fait claquer le fouet, et le claquement du fouet est censé imiter le bruit de la détonation de l'arquebuse. C'est-à-dire la puissance, la surpuissance précisément du blanc, qui est une surpuissance qui est la puissance de tuer à distance, depuis une position d'invulnérabilité. Ce que Chamaillou appelle une téléarchie, une manière de... Voilà. Et dans son livre sur les drones, etc. Mais en fait, c'est déjà la même chose. C'est déjà cette même ontologie. On tue à distance depuis une position d'invulnérabilité. Une puissance que le chaman Wayana, là, dit telle précisément qu'elle échappe à la maîtrise chamanique. Ça, c'est important. Eh bien, tac, tac, comme ça, ce bruit, eh bien, quand le chaman imite ce bruit, il éclate de rire. Donc, voilà, c'est ce que dit sur le décolonial, ce que dit Eboussi lui-même, c'est-à-dire que l'éclat de rire est la première libération, en quelque sorte, épistémique à l'égard précisément de cette puissance qui, est une surpuissance qui excède, en quelque sorte, les capacités chamanique et qui excède la cosmologie même précisément des peuples contactés. Alors, je dérive, mais pour rendre compte un peu de cette... je vais prendre un exemple que j'aime bien et qui est développé dans le livre, qui est celui de Pilima. Pilima, si je ne dis pas de bêtises, mais je crois qu'il est encore vivant. Enfin, quand j'écrivais le livre, il était encore vivant, et c'est un grand chaman wayana. Alors, lorsqu'il avait une vingtaine d'années, dans les années, c'est en 1963, il crée un culte qu'il appelle le culte de Tenkowa, qui est le culte de l'avion. Bon. Après avoir écrit le livre, j'ai appris qu'au moment... Évidemment, on est en 63, c'est-à-dire au moment où les Français perdent l'Algérie, ils cherchent un endroit pour construire leur base aérospatiale. Ils ne peuvent plus le faire en Algérie. Et ils survolent la Guyane. Alors, je m'amuse à rapporter effectivement ce culte de l'avion à ce moment où on cherche où installer la base aérospatiale française. Mais ce qui est... le culte est déclenché par l'arrivée sur les rives du Maroni, sur l'arrivée d'évangélistes américains qui... alors, des évangélistes, il y en a déjà eu.
des missionnaires, notamment en 1948, etc. Bon. Et donc, il s'agit de réagir à cette intrusion. Et la réaction, c'est la suivante, c'est-à-dire le jeune Pilima va en forêt, et il revient de la forêt, il va voir les évangélistes, et il dit, vous, votre Dieu, vous ne le connaissez que par le livre, par votre livre. Moi, je l'ai rencontré dans la forêt. J'ai rencontré l'esprit ou le Yolok, des Blancs, c'est-à-dire votre Dieu, et je le suis devenu. Et il le rebaptise. Voilà. Ça, c'est une caractéristique de la contre-anthropologie qui est tout à fait intéressante. Quand vous discutez avec des anthropologues, pas tous, mais le souci, la panique totale, c'est de devenir l'autre. Il faut maintenir une distance. Et la théorie sert précisément à maintenir cette distance. Ne pas être contaminé précisément par la cosmologie, par comment dire, la pratique, la cosmovision de l'autre, etc. Bruce Albert, hein, comment dire, ingère la Yakoana. Hein, or, ce qui caractérise la contre-anthropologie, c'est exactement l'inverse. Si on veut connaître l'autre, et en l'occurrence l'ennemi, eh bien, il faut le devenir. Et c'est par ce devenir en quelque sorte perspective, le fait de changer de perspective, c'est-à-dire de changer de subjectivité, hein, de prendre la subjectivité de l'autre, hein, mais pas la subjectivité au sens occidental du terme, hein, c'est-à-dire de devenir son corps, en quelque sorte, hein, eh bien, si on veut le connaître, il faut faire ça. Donc il revient, et il est le Dieu des Blancs. Et à ce moment-là, il va au village, et il institue le monde blanc, sous la forme d'un culte de l'avion. Et cette institution, c'est une sorte d'expérimentation de ce que les missionnaires apportent comme ordre économique, politique, social, sexuel, etc. Et ça va consister dans une sorte de, comment dire, de théâtre économico-politique, en quelque sorte, où tout le monde va se lever, exactement ce que nous faisons, je vais dire en ce moment, c'est-à-dire que tout le monde se lève à la même heure, se regroupe pour travailler à la même heure, s'arrête à la même heure pour manger, reprend le travail, chacun faisant une tâche déterminée par avance. On fait l'amour à la même heure, j'allais dire de la même manière, etc. Bon. Lorsque on interroge les anciens sur ce culte de Tenkoa, après je vais dire pourquoi l'avion, que de Pilima, les gens éclatent de rire. C'était comique. Notamment, il construit une sorte de, de plateforme surélevée avec un avion, une sculpture d'avion, et il faut sauter dans le vide. Donc faire l'expérience, moi je dis là, c'est une expérience ontologique. Ça n'existe pas le vide. On pourrait revenir sur la question de l'effondrement, etc. Donc les gens sautent. Et ils ont des problèmes parce qu'effectivement, il y a des gens du village, voisins qui viennent, etc. Ils tombent, ils se font mal. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, bon. Donc, c'est une expérience à la fois comique, catastrophique, à partir d'une incorporation, d'une ingestion, précisément, de la perspective de l'autre, qui produit une intelligibilité du type de société qui est proposé. Je ne développe pas, mais tous ces comportements qui sont les comportements basiques, je veux dire qui sont les nôtres, sont totalement improbables, précisément du point de vue amazonien. Totalement improbable, hein, puisque ce point de vue, il est dominé par un principe, précisément, que Roy Wagner appelle de déprédiction. Si on veut produire de l'ordre, il faut improviser. Il faut déprédire. Bien sûr que, il y a
comment dire, un ordre de prédiction, un ordre prédictif, comment dire, qui pointe, qui s'installe, qui demande à ça. Mais il faut en permanence, non pas par la contingence des événements, mais je vais dire par des démarches spécifiques, c'est le sens du rite, il faut produire une non-prédictivité. Et c'est à cette condition qu'il y aura. Je raconte juste pour faire comprendre ça. Juste, on ne va jamais avoir le temps. Okay. Une chose que m'avait raconté Eduardo pour bien faire comprendre ça, c'est-à-dire, voilà, il était là, comment dire, et il demande, bon, quand est-ce qu'on va chasser, quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on va chasser, personne ne lui répond. Et puis un jour, 2 jours, etc. Puis d'un seul coup, un jour, quand il a arrêté de poser la question, il y a un type qui se lève et qui rentre dans la forêt. Et les autres suivent. C'est pas du tout programmé. Celui qui se lève et qui fait ça n'a aucune autorité sur les autres, aucune qualité pour amorcer en quelque sorte le. Mais voilà. Et ça, c'est le point. Donc l'idée de se lever à 8 h du matin, d'être cherché par Emmanuel à 8 h du matin pour être amené ici et commencer à 9 h 15 et puis dire on n'a pas le temps parce que voilà, il va falloir qu'on aille manger, etc. Bon, ça c'est un truc, voilà, hilarant. C'est des gens qui font. Voilà. Est-ce que, malgré tout, est-ce qu'on peut avancer, si tu veux parler de ton livre? Mais sinon, on peut tous aller à la buvette, c'est pas un problème. Non, il y a quelque chose. J'aimerais qu'on opère un déplacement, y compris un déplacement géographique dans ton livre. Ce théâtre, cette forme de théâtre contre-anthropologique comme moyen de résistance, de lutte à la prédation par toutes sortes de pouvoirs intrusifs, et comme moyen de préserver la communauté, les liens qui unissent les vivants et les morts, la pluralité des mondes, le chant, la danse, enfin tout ce que tu as expliqué, qui n'est pas de manière textuelle. Cette manière d'inverser les termes de la prédation par ingestion de l'ennemi blanc, ça nous renvoie au théâtre pratiqué par Sonny Laboutanzi dans les années 80-90 à Brazzaville. Donc j'aimerais te demander 2 questions. La première, c'est qu'est-ce qui caractérise le théâtre, mais aussi l'écriture de Laboutanzi? Lui, il en parle comme un théâtre de guérison. Et quelle place occupe Laboutanzi dans le corpus que tu as réuni? J'ai l'impression qu'il a une place, pas à part, mais on sent quand même que c'est une pensée qui a joué un rôle fondamental pour toi. Alors, une pensée et une écriture. Parce que, bon, Sonny Laboutanzi, tout le monde ne connaît pas, donc juste le moment publicitaire, je dirais simplement ça, c'est-à-dire que je pense que j'ai dû racheter une 30aine de fois mon exemplaire de La vie et demie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un vient à la maison, quelqu'un de sympathique, je lui donne La vie et demie de Laboutanzi et repart avec. Et donc, c'est donc un écrivain. Alors, je ne sais pas dire un écrivain de roman. La vie et demie, qui est son livre le plus connu, il l'avait écrit une première fois, et puis il a perdu le manuscrit, et il l'a réécrit entièrement, etc. On trouve encore maintenant dans des boîtes à chaussures des textes de Laboutanzi. Il écrivait tout le temps sur ses cahiers d'écoliers, etc. Donc, c'est... Voilà. Il a écrit de la poésie. Donc, il y a un volume avec son œuvre poétique. Et par ailleurs, évidemment, il a écrit du théâtre. Mais est-ce qu'il a écrit du théâtre?
Puisque tu parles du Rocado Zulu, le Rocado Zulu, c'est la troupe effectivement qu'il a constituée à Brazzaville. Dans mon livre, parler de la Boutancy, ça serait... c'est ce que je disais à tout le monde. Moi, quand j'ai découvert et lu la Boutancy, je suis tombé littéralement amoureux. Voilà. Donc c'est absolument massif. Enfin, voilà, bon. Oui, dans mon livre, je parle de Georges Mboussi, que j'ai rencontré, qui est un ami qui était au Rocado Zulu et qui faisait partie du Rocado Zulu. Et qui me raconte ça, il me dit, je crois que c'est la pièce Kimpa Vita, on a quelques ébauches, il me dit, il était venu et voilà, il nous a fait jouer cette pièce, mais il n'y avait pas de texte. Et on a joué, il n'y avait pas de texte. Et on lui disait, ah oui, mais alors quand est-ce qu'on a le texte, etc. Il dit, ouais, non, mais le texte, je la porte demain, pas de souci, etc. Et puis, en fait, il ne l'amenait jamais. Et à un moment donné, il leur a dit, bah, ok, la pièce, elle est terminée. Elle n'avait jamais été écrite. Donc, voilà, c'est cette dimension qui résonne avec ce que je disais tout à l'heure sur, comment dire, le théâtre, théâtre de guérison, théâtre corporel, théâtre affectif, etc. Bon. Et quand il donne des indications sur la manière dont on doit jouer certaines pièces, il est très très clair et c'est très explicite. Hein, il faut être complètement shooté, avoir fumé, être ivre, jouer avec un vomitorium de poche. Hein, donc, voilà. Boussy raconte, il nous amenait dans la forêt la nuit. Et les gens avaient la trouille, parce qu'on ne va pas dans la forêt la nuit comme ça. Hein, je veux dire, ce qu'on peut y rencontrer comme forme humaine, de non-humain précisément, enfin je veux dire, est tout à fait menaçant. Il dit, bon, on n'avait pas d'enregistrement, ni sonore, ni photographique, ne serait-ce que parce que, il le dit, à ce moment-là, avoir un appareil photo, c'était, comment dire, quelque chose de dangereux politiquement aussi, hein, de prendre des photos. Donc, le théâtre de Sony, évidemment, on a des traces écrites, et il y a cette œuvre magnifique, etc. Mais en même temps, c'est quelque chose, comment dire, dont on n'a plus de traces. Tiens, ça me fait penser à la question que tu m'as posée au tout début, sur ce qu'on voit dans le film, l'effacement des traces du beau-père. C'est absolument essentiel, Kopenawa insiste là-dessus dans le bouquin, on efface les traces du grand homme. Un grand homme Yanomami, à la limite, si c'est un type qui n'avait pas tellement de valeur ou d'intérêt, parce que on peut garder des traces ou des objets. Mais c'est une manière dégradée, enfin, de relation dégradée. Si c'est un grand homme, on efface tout. On détruit les bananiers, etc. De toute manière, on détruit les bananiers parce que les bananiers poussent par le travail de ce chaman avec les chapiris. Donc, je veux dire, il n'y a plus personne, enfin, je veux dire, pour les faire pousser. Mais, et ça, c'est quelque chose aussi qui m'avait beaucoup frappé. Hein, c'est-à-dire la manière dont l'économie scripturaire, textuelle, occidentale, son institution symbolique, je ne sais pas comment dire, hein, édifie en allemand on dit des Denkmal, hein, c'est le mot allemand pour dire monument, hein, des monuments, Denkmal, pour y penser. Hein. On va visiter la maison, je ne sais pas moi, la maison de Victor Hugo, on va, comment dire, sur les tombes. Bon. Lorsque Kopenawa vient à Paris et qu'il voit au Musée de l'Homme des objets Yanomami, il est terrifié. C'est-à-dire que pour lui, ça signifie précisément qu'ils sont morts, qu'il est mort et qu'ils sont morts. Mais morts du point de vue métaphysique. Enfin, je veux dire, c'est le fait qu'on laisse subsister les objets. Donc, l'accumulation capitaliste, en quelque sorte, des objets, des biens, des idées, des textes, etc.,
tout ce qu'il appelle en fait Shawara, parce que l'épidémie, c'est l'épidémie de ça, c'est une épidémie en fait de, aussi bien d'objets, de choses, de textes, d'idées, etc. Voilà, c'est un dispositif exactement inverse. C'est pourquoi Schopenhauer pose la question, mais ces gens-là, qui ont-ils comme grand homme? Qui sont leurs grands hommes? Je dévie à partir de Sony, mais sur cette question des traces et de ce que me disait Mboussi, c'est-à-dire Mboussi me raconte quelque chose dont il n'y a aucune trace. C'est tout à fait... et Sony Laboutansi, il est là. Il est, avec le Rocade Zulu, dans ce, hors de la trace. Et les traces même que nous avons à travers ces textes, ces écrits, comme je le disais tout à l'heure de La vie et demie, c'est des traces subsistantes. J'allais dire, c'est presque un déchet, en quelque sorte, de quelque chose qui, n'a de sens, c'est-à-dire d'efficacité, de réalité, que dans le moment où il est accompli. Comme le séminaire Fichtein, etc. Voilà, je tourne en boucle sur tout ça. Alors Mboussi, il me raconte ça, et puis il me dit « Ah, mais comment je peux t'expliquer ça ?» Et alors évidemment, il va chercher un truc que je connais, et que tout le monde connaît, qui est les maîtres fous de Rouche. Et il dit « Ah bah tu vois, c'est les maîtres fous. » C'est ça. Bon. Alors évidemment, les maîtres fous, ça a été enregistré, tout le monde connaît le film, je pense. Ça a été enregistré, mais là c'est assez intéressant et assez amusant, parce que Rouche, il ne comprend rien, en fait, de ce qui se passe. Absolument. Mboussi me raconte d'ailleurs qu'il y a d'autres films, le film qui s'appelle Sirius, de Rouche, où il a des copains maliens qui étaient dans le film et qui se sont marrés, qui se sont tordus, parce que Rouche met en scène ça, c'est-à-dire le fait que, ils ont créé une espèce de petite cavité qui permet qu'il y a un alignement avec Sirius à un moment donné, etc. Et alors il va là-bas avec, un astrophysicien qui dit « Ah, c'est incroyable qu'ils aient réussi, etc. » Et en fait, c'est un fake. C'est-à-dire, ils ont monté ça de toutes pièces, c'est un autre théâtre contre-anthropologique, pour... Et alors on voit Dieterlin qui est là, Germaine Dieterlin, qui est l'anthropologue des Dogons, etc., qui est là. Les types lui expliquent quelque chose, et elle dit « Ah oui, c'est très important. » Puis on la voit partir, elle dit « Ah, je vais aller l'écrire. » Et puis les types, ils continuent à discuter, et ils se marrent, en fait, parce qu'ils lui ont monté un baratin, enfin, voilà, dans ce théâtre-là. Donc, j'ai beaucoup aimé la conversation avec Georges. Et mon livre, c'est des lectures, mais c'est aussi beaucoup de conversations, des choses qui ne sont pas écrites. Voilà. Et donc, les maîtres fous. Et les maîtres fous, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette espèce de culte des Aoukas, qui est le culte des dieux de la technique et de la ville, c'est-à-dire des dieux des colonisateurs. Et là, on a un théâtre contre-anthropologique que tout le monde connaît, enfin très, très, très net. C'est devenir le blanc. Et quand on voit ça, effectivement, on voit que c'est terrifiant, c'est-à-dire que c'est un vrai bordel. Enfin, je veux dire, ils n'arrêtent pas de se quereller, ils sont d'accord sur rien, et puis ça finit très très mal, ils bouffent un chien. Enfin, je veux dire, c'est le monde blanc. Et donc, dans la forêt, c'est ça que va faire Sony Laboutansi avec le Rocade Zulu. Un théâtre de la guérison, ça consiste à se guérir précisément de l'invasion précisément maléfique, du contact avec des êtres maléfiques, en performant, en devenant ces êtres maléfiques, dans un théâtre qui est un théâtre où on se joue, où on est affecté corporellement, et pas comme nous le sommes nous. On est bien souvent affecté, théoriquement, psychiquement, par, le désordre ou les désordres, du système monde. Mais
comment dire, de manière directe, corporelle, immédiate, etc., et affective, hein, au point de performer le caractère, en quelque sorte, aberrant, hein, le défaut d'intelligence. Hein, tout simplement, et ça, c'est quelque chose qui revient en permanence chez David Kopenawa, c'est-à-dire les Blancs pensent qu'ils sont intelligents, mais sont plutôt, ce qui les marque, c'est plutôt l'inintelligence, hein, au sens littéral, ils ne comprennent pas. Ils sont sur le même seuil de contact, qui est le contact colonial, mais ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas précisément le contact. Et ça, c'est l'intérêt aussi de la contre-anthropologie et de la symétrie, c'est que c'est une anthropologie du contact. Et c'est la meilleure anthropologie du contact. Bon, je ne sais pas si... Je vais sabrer quelques questions. Non, je voulais qu'on revienne sur Kopenawa, mais c'est pas grave. Tu en as beaucoup parlé, et puis peut-être qu'on va y revenir autrement. J'aimerais qu'on parle de Fabien Iboussi-Boulaga, pour qui l'évangélisation coloniale des peuples réside dans l'extirpation de leur mode de vie traditionnel. Donc à la fois une extirpation territoriale, une extirpation du lieu social, une extirpation de la relationnalité, et une extirpation du futur, au sens de rendre la capacité d'imaginer, de créer un futur autre impossible. Et pour Iboussi, cette unité de territoire, la capacité de construire des relations, de se rapporter de façon non linéaire au temps, c'est ce qui définit le terme de civilisation. La question, elle est assez brutale, c'est en quoi la philosophie européenne moderne a été, selon toi, au service de ce processus d'extirpation? Oui. Non, mais tu veux que je fasse court, mais tu poses des questions qui sont des questions immenses. Donc, d'abord, juste pour dire effectivement, parce que ce qui importe, enfin, je veux dire, c'est qu'on lise ces gens-là dont on parle. Là, la rencontre et le choc, à part évidemment la rencontre assez brève que j'ai eue avec Iboussi avant son décès, c'est La crise du Muntu. Alors, La crise du Muntu, c'est un livre absolument ahurissant. Iboussi disait, m'a été rapporté par une de ses étudiantes, qui a été mon étudiante aussi, les Blancs se débrouilleront avec ça. Genre, on verra bien ce qu'ils peuvent en faire, etc. Eh bien, donc, quand on lit la première fois, on dit « Ah bah oui, ok », on a l'impression, enfin, je veux dire, de lire un ouvrage qui décrit tout simplement, enfin, je veux dire, notre propre épistémologie philosophique, etc. Et à la deuxième lecture, on comprend que, en fait, tout est critique, que c'est une déconstruction critique de l'épistémologie philosophique, académique, etc. Après, bon, troisième, quatrième lecture, on entre dans une compréhension beaucoup plus forte, et on comprend ça. Il y a cette phrase, comment dire, qui est terrible comme ça, qui est au détour d'un chapitre. L'ontologie est meurtre. Il faut préciser, l'ontologie, qu'elle soit transcendantale, qu'elle soit réaliste, qu'elle soit idéaliste, elle est meurtre. Bon. Donc ça, c'est pour répondre à ta question de manière la plus directe, la plus rapide possible. C'est-à-dire que, dans quelle mesure la philosophie, elle est d'abord, on va dire au minimum, reçue. Elle fait intrusion dans un monde
comme une puissance meurtrière. Ce que Eboussi reprend encore autrement en disant « la philosophie, c'est le secret de la force ». Sous-entendu de la force coloniale. Entendre la force coloniale, c'est-à-dire la force militaire, hein, c'est bien, hein, on arrive, hein, on tue les gens, hein, vous n'êtes pas d'accord, etc. Et il ajoute, parce qu'on pourrait dire c'est le secret de la force, c'est-à-dire c'est l'idéologie de la puissance, etc. Ah, on pourrait changer l'idéologie, etc. Il dit c'est la force de la force. C'est-à-dire que, très directement, et ça c'est une chose, comment dire, dont je suis absolument convaincu, c'est-à-dire que la décolonisation, évidemment, il y a tout un ensemble de strates, enfin, je veux dire, mais la décolonisation épistémique, c'est la décolonisation comment dire, qui se situe dans la strate la plus profonde. Et c'est dans ce sens-là, puisqu'on en parlait de décolonial, qu'il faut l'entendre, la colonialité, ce n'est pas quelque chose qui se... C'est pour ça le terme décolonial lui-même est parfois ambigu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut enlever comme ça, qu'on peut soustraire purement et simplement. Ce qu'on désigne par colonialité, c'est quelque chose qui se trouve dans les substructures, hein, presque je dirais inconscientes, comment dire, de la manière dont nous formons nos savoirs, de la manière dont nous agissons, de la manière même dont nous pensons les altérités, de la manière même dont nous pensons nous libérer. Et c'est cette colonialité-là, c'est là que se trouve la puissance, c'est elle qui est, comment dire, active. Hein, l'agentivité du colonial se trouve à ce niveau-là, à ce fond-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour reprendre ce que disait Quijano, c'est-à-dire que c'est un travail constant. Pour revenir sur la question tout à l'heure que tu me posais, comment t'en es venu là, etc., et que j'ai répondu par la blanchité, par la conscience de la blanchité, c'est-à-dire que ça commence comme ça, c'est-à-dire effectivement par une manière comment dire, de réfléchir des choses dont je ne peux pas me débarrasser, des choses qui m'embarrassent, mais qui en même temps me constituent, qui me forment, etc. Donc la philosophie, en fait, on peut répondre à ta question encore autrement, c'est-à-dire pourquoi est-ce que, comment dire, dans nos lycées, on étudie Kant ou on étudie Descartes et pas d'autres. Par exemple, pourquoi on n'étudie pas Swedenborg? Pourquoi on n'étudie pas ce texte de Swedenborg qui est, comment dire, qui porte dans son titre, comment dire, d'être un essai sur la supériorité des Africains. Swedenborg est un auteur contemporain de Kant, contre lequel Kant écrit un livre entier qui s'appelle Les rêves d'un visionnaire, etc., où il dit il ne faut surtout pas lire Swedenborg, pardon. Il ne faut surtout pas lire Swedenborg. Il dit parce que si une femme enceinte lisait Swedenborg, elle risquerait d'accoucher d'un monstre. Voilà ce qu'écrit Kant. Et on sait qu'il a lu tout Swedenborg. Donc il a lu ça aussi, c'est-à-dire l'idée qu'on trouve chez Swedenborg que, comment dire, alors évidemment c'est encore une idée coloniale, mais l'idée que, comment dire, la métaphysique africaine est supérieure en termes de spiritualité, et donc aussi bien en termes d'évangélisation, etc., à celle des Européens. Bon. Donc, retournons les choses, et c'est ce moment-là, c'est-à-dire pourquoi Kant sert-il plus précisément la force? Pourquoi Descartes sert-il plus précisément la force? Et à partir de ce moment-là, on découvre ou on s'aperçoit que, comment dire, la totalité de l'enseignement de Kant, pendant toute sa carrière, a été de construire une sorte de, comment dire, de cosmologie raciste, une histoire du monde
fondée sur, effectivement, la différence des races et la supériorité de la race blanche. Bon, c'est en fond. C'est pas ça qu'on enseigne. On enseigne les trois critiques. Mais quand on rapporte les trois critiques à ce fond-là, qui est un fond constant chez lui, on comprend la fonction des trois critiques. Et on comprend dans quelle mesure, précisément, elles instituent ces substructions dont je parlais tout à l'heure, épistémologiques, pratiques, la définition pour nous de ce qu'on appelle morale, la définition du droit, la définition de ce que c'est que la politique, etc. Bon. Je dévie encore, mais voilà, on pourrait mon travail des cartes. Juste indiquer que lorsque, ça permet de revenir à Eboussi, lorsque Descartes publie les Méditations métaphysiques, il y a une adresse qui est une adresse aux théologiens de la Sorbonne. Et alors, en principe, on dit qu'il ne faut pas en tenir compte, etc. Bon. Mais il explique que ces méditations, elles vont être utiles à quoi? Elles vont être utiles à la conversion des incroyants. Alors, moi, dans mes études, on me disait il ne faut pas en tenir compte, c'est juste qu'il est en train de lécher les bottes des hommes de pouvoir, etc. Mais sa philosophie, elle a une espèce de tenue et de teneur par elle-même, etc. Bon. Sauf que la question de l'incroyance, c'est une question fondamentale de la colonisation des Amériques depuis le XVIe siècle. Donc, c'est absolument pas anodin de dire, voilà, seconde modernité, etc., XVIIe siècle, j'ai une réponse à cette question, qui est la question qui agite, en fait, l'Europe. Et la réponse, c'est ça, c'est-à-dire, c'est le doute hyperbolique, c'est-à-dire, pour revenir à l'extirpation, cette espèce de mise à zéro, en quelque sorte, du sujet de la connaissance. Ce doute portant sur tout ce que je sais ou crois savoir, l'expérience que j'ai eue, etc. Et Eboussi pointe ça, c'est-à-dire que ça, c'est une arme redoutable. C'est-à-dire qu'on arrive quelque part, les gens ont un savoir, ils ont une cosmologie, ils vivent dans un socius cosmocisé, je ne sais pas comment dire, etc. Et on leur dit, tout ce que vous avez appris de vos ancêtres, tout ce que vous savez de l'expérience immédiate, on le voit aussi dans le film, les Chapiris, ils sont présents dans l'ordre du quotidien. Donc, tout cet ordre du quotidien, ce que vos parents vous ont fait vivre, vous ont appris, ce que vous savez de vos ancêtres, ce que vous voyez parce que vous les rencontrez dans la forêt, etc. Tout ça, ça ne vaut rien, du point de vue du savoir. Et à partir de là, de cette position-là, d'extirpation, et qui a à voir effectivement avec la logique de l'extirpation. Alors ça, c'est l'extirpation des idolâtries au Pérou, au XVIIe siècle. Bon, l'extirpation très, très, très violente qui consiste à détruire les lieux de culte, à brûler les momies des ancêtres, etc. Mais d'une certaine manière, c'est ce que fait aussi Descartes. Et pas de manière, métaphorique. C'est la même chose. C'est-à-dire, vous trouvez en face de quelqu'un et vous lui dites, mais tu ne sais rien. Et ton ancêtre, on l'a brûlé. Et à partir de là, on va pouvoir argumenter. Et on argumente, voilà, une fois qu'on a tout supprimé, il reste quoi? Il reste cogito, la pensée, voilà, l'âme, etc. Et en réalité, on introduit les fondamentaux précisément de la conversion au catholicisme, c'est-à-dire l'immortalité de l'âme et l'existence du seul Dieu, c'est-à-dire la distinction monothéiste. Bien, alors vous avez compris que j'aurais encore beaucoup de questions à poser, mais qu'on n'a plus le temps. Donc on va prendre vos questions pour 5-10 minutes. Voilà, j'avais pas mal de questions, j'aurais voulu qu'on boucle
justement par rapport à ce que tu as évoqué au départ, mais peut-être qu'il y aura une question et que tu pourras y répondre sur oui, et maintenant, et comment l'institution universitaire peut se débarrasser de tout ce que tu déploies dans le livre. Et donc, je vous renvoie au livre, c'est-à-dire ce que tu as évoqué, c'est-à-dire se débarrasser du texte, de ce rapport textuel, ce que Schopenhauer appelle des pots d'image pour représenter le papier, donc par ce côté oral, performatif. Et tu pourrais peut-être aussi nous dire, mais peut-être qu'on conclura là-dessus après les questions du public, c'est et toi maintenant, ta place dans l'institution par rapport à tout ce que tu évoques. Mais on va prendre les questions du public pour pas prendre trop de retard pour la rencontre suivante. Donc je vous demande des questions assez brèves et des réponses assez brèves. Alors il y a un micro qui passe. Est-ce que vous avez donc des questions? Oui, juste là, Mathilde. Merci beaucoup. Une question parmi plusieurs. Le terme anthropologie ne doit pas être complètement repensé. Alors, pourquoi on contre déjà cette problématique? Parce que contre veut dire s'appuyer sur, mais après, anthropologie. Je réponds très, très brièvement. Bien sûr. Comment dire? Là, on parle entre gens du peuple de la marchandise, comme dit Schopenhauer, ou entre gens du peuple du texte. Donc, on va le dire effectivement dans les termes, les catégories qui sont celles de notre... Alors moi, ce que j'appelle plutôt une anticosmologie ou une cosmologie détruite ou une cosmologie disloquée, etc. Bon, je ne vais pas développer cela, dans la mesure où la plupart de nos textes sont des textes de dislocation en fait des cosmovisions. Hein. Donc on va parler d'anthropologie. Hein. Et Boussy lui-même le dit, hein, c'est-à-dire que le conflit des mondes, la guerre des mondes, etc., c'est une guerre des anthropologies. C'est une manière de le dire. Mais du coup, ce n'est pas effectivement la même anthropologie. C'est une guerre des anthropologies, ça veut dire qu'il y a une autre anthropologie que nous, on va nommer anthropologie parce qu'on ne sait pas le dire autrement, mais c'est une traduction équivoque. Traduction équivoque, c'est la formule d'Eduardo qui est très simple, c'est-à-dire, donc, ceci, voilà, c'est ça, hein, on peut dire que c'est ça, mais c'est tout à fait autre chose. Voilà. Et ça, c'est absolument fondamental. Je le place là juste, même quand il parle de perspectivisme. Tout le monde fait des histoires absolument ahurissantes sur l'histoire du perspectivisme, leibnizien, nietzschéen, machin, etc. Et parce qu'il lui dit perspectivisme amazonien. Mais en fait, quand il dit perspectivisme, il parle le langage des Blancs. Et donc, il faut comprendre ça. Ce que pratiquent les Amazoniens, ça s'appelle perspectivisme. C'est la même chose que Leibniz, que Nietzsche, etc. Et ça n'a rien à voir. Voilà. L'idée étant que c'est par le malentendu qu'on crée de la relation. Donc, voilà, pour répondre à ta question. Peut-être, dis ta question, peut-être que je la donnerai pour... C'est-à-dire que de même que vous évoquiez le film tout à l'heure en disant que le choix de montage, c'est la guerre. Oui. Est-ce que finalement, à vous écouter et stimulé par cette envie farouche de lire et de parler, écouter en même temps, est-ce que votre pensée finalement n'est pas une manière très généreuse, mais d'entrer en guerre? Oui. Je peux faire la réponse la plus courte.
Oui. Ah, ils n'ont pas entendu la question. Ah oui. Non, il demandait si ma manière de travailler, de penser, d'écrire, etc., n'était pas une manière d'entrer en guerre aussi. Bien sûr. Mais en guerre contre quoi? En 2 mots. Ah. Bon, ce que j'ai défini tout à l'heure comme la colonialité, c'est en guerre. En fait, je peux donner une réponse aussi. En guerre contre l'inintelligence, contre l'appauvrissement comment dire? Ouais, Eduardo dirait l'appauvrissement de l'imagination, mais l'appauvrissement de la capacité de penser, de la capacité mythogénétique, de la capacité anthropogénétique, etc. C'est-à-dire contre ce que Sony, en faveur de ce que Sony appelle faire son métier d'humain, c'est-à-dire tout ce qui effectivement, nous capture pour nous empêcher précisément de faire notre métier d'humain en quelque sorte. Voilà. Et ça, c'est... Ouais, je réponds à une question que tu as posée au tout début. Comment dire, la manière dont je peux aussi, c'est pour ça que je suis sensible au film, être animé par la colère. Je suis moins en colère maintenant, parce que je me fais un peu mal au bide quand je suis en colère. Moi. Donc, mais j'ai été très, très en colère contre, contre mes maîtres. C'est-à-dire le fait, d'avoir été formé dans une institution qui est une institution qui foncièrement est productrice d'ignorance. Produire de l'ignorance, c'est du boulot. Je veux dire, c'est du boulot, c'est de la mise en ordre, c'est beaucoup de logique, c'est beaucoup de, beaucoup de savoir, mais des savoirs qui sont des savoirs producteurs d'ignorance. Et des savoirs dislocatoires. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'après, ça serait de la philo, mais la constitution antinomique de la pensée métaphysique, qui est caractéristique de l'Occident, en fait, c'est une dislocation. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut suivre le fil de la nature ou le fil de la liberté? Pour les Maoris, on s'en fout. C'est-à-dire que, il y a 2 fils, il y a la nature et il y a la liberté. Mais on peut suivre l'un, et dans le même récit, d'un seul coup, on change, on suit l'autre. Et en réalité, quand on suit l'un, eh bien, on va trouver effectivement des éléments qui sont des éléments de l'autre, etc. Et donc, là, on a une capacité mythogénétique infinie. On peut parler toute la nuit. On peut cosmociser, des nuits entières. Alors que, quand on disloque, vous voyez... la critique de la raison pure, la dialectique transcendantale, après c'est fini, quoi. Ou alors on fait le récit hegelien de la supériorité, de l'esprit du monde occidental. Mais bon, bof. Bien, on va s'arrêter là parce que il faut qu'on laisse la place pour la rencontre suivante. Donc merci beaucoup Jean-Christophe.